cœur du sud-ouest américain se trouve un paysage si extrême, si impitoyable, qu'il remet en question la définition même de la vie. Ici, les températures dépassent les 54 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits les plus chauds de la planète. Du plus petit insecte au prédateur le plus rusé, les créatures ont développé des adaptations extraordinaires. Elles sont devenues les maîtresses d'un monde impossible, transformant les armes les plus cruelles du désert en outils de survie. Bienvenue au parc national de la Vallée de la Mort. Dans ce creuset de survie, chaque jour présente un nouveau champ de bataille. Mais la chaleur n'est qu'un adversaire parmi d'autres. L'eau, essence de toute vie, existe ici en si faible quantité que chaque goutte devient un trésor qui vaut la peine d'être défendu. Des sources jaillissent des profondeurs cachées, telles des miracles, créant des oasis qui deviennent les épicentres d'une compétition acharnée. Les prédateurs rôdent près de ces sources vitales, sachant que le désespoir finira par chasser leurs proies à découvert. La nuit apporte son lot de défis, tandis que le mercure dégringole, passant d'une température brûlante à une température douce, une chasse d'un autre genre commence. Les créatures émergent de leur refuge diurne et le désert se transforme en une arène de rencontres mortelles. Chaque instant d'inattention potentiellement fatale. Les prédateurs doivent être opportunistes, capables de profiter de la moindre faiblesse, de la moindre erreur. Les proies ont développé des sens si aiguisés qu'ils frisent le surnaturel et des systèmes de détection si sophistiqués qu'ils peuvent détecter le danger à de grandes distances à travers un paysage désertique. La vallée de la mort s'étend sur plus de 1,2 million d'hectares dans des altitudes allant de 86 mètres sous le niveau de la mer à des sommets dépassant les 3300 mètres. Cette topographie spectaculaire crée une mosaïque de micro-habitats, chacun présentant des défis et des opportunités uniques pour la faune qui y vit. Le fond de la vallée, recouvert de salines et de bassins alcalins, semble dénué de vie à l'observateur non averti. Pourtant, une inspection plus approfondie révèle un monde caché d'organismes spécialisés qui ont appris à prospérer dans des conditions toxiques pour la plupart des formes de vie. Ici, l'interaction entre géologie et biologie crée des scénarios uniques sur Terre. Surgissant de ce paysage étrange, des cônes alluviaux s'étendent telles des cascades gelées de pierres et de sédiments. Ces zones surélevées offrent des voies d'évacuation cruciales face aux températures les plus extrêmes de la vallée, offrant des refuges légèrement plus frais où les créatures désespérées peuvent attendre la fin des fortes chaleurs. Les montagnes qui entourent la vallée créent leur propre régime climatique et microclimat. Leurs pentes abritent des sources cachées et offrent les dénivelés nécessaires à la survie de nombreuses espèces face aux variations saisonnières de température. Ces sommets offrent une hospitalité relative dans un océan d'hostilité. Alors que nous entamons notre voyage à travers cet écosystème remarquable, nous rencontrons d'abord les créatures de la nuit, ces danseurs d'ombre qui ont appris à faire de l'obscurité leur allié. Se déplaçant silencieusement sur le sable frais, une silhouette fantomatique débute notre récit d'une survie impossible. Dans l'obscurité la plus profonde précédant l'aube, alors que le désert libère enfin sa chaleur accumulée dans le ciel étoilé, une petite ombre se déplace résolument sur l'étendue sablonneuse. Le renard nain du désert émerge de son refuge souterrain, ses oreilles surdimensionnées pivotant comme des antennes radars, guettant le moindre bruit qui pourrait indiquer une proie ou un prédateur. Cette créature remarquable, qui ne pèse pas plus de 2,5 kg, représente l'une des adaptations naturelles les plus parfaites à la chaleur extrême. Ses énormes oreilles font office de climatiseurs naturels, diffusant la chaleur corporelle dans l'air frais de la nuit avec une efficacité remarquable. Son pelage clair reflète le clair de lune, lui donnant un aspect presque spectral lorsqu'il évolue dans le paysage nocturne. Regardez-le s'arrêter, la tête penchée, à l'écoute. Ses oreilles magnifiques ont détecté quelque chose sous le sable. Un rat kangourou peut-être, se déplaçant dans son propre réseau de tunnels à quelques centimètres de la surface.
L'ouïe fine du renard lui permet de localiser précisément une proie se déplaçant dans le sable avec une précision presque magique. La chasse commence par un positionnement minutieux. Le renard nain se déplace là où il estime que sa proie va émerger, puis attend avec la patience d'un maître chasseur. Le moment venu, il entre en action, plongeant tête la première dans le sable avec ses puissantes pattes avant, tentant de piéger sa proie avant qu'elle ne puisse s'enfuir plus profondément dans son terrier. Les renards nains du désert ont développé des structures sociales différentes de leurs congénères vivant dans des climats plus hospitaliers. Les groupes familiaux partagent des tanières élaborées pouvant s'étendre jusqu'à 6 mètres sous terre avec de multiples entrées et des chambres climatisées. Ces cités souterraines offrent une protection contre les prédateurs et la chaleur accablante du jour. Durant les rudes mois d'été, ces renards entrent dans un état d'activité réduite, proche de la dormance. Ils restent dans leur chambre souterraine fraîche jusqu'à 20 heures par jour, n'en sortant qu'en cas d'absolue nécessité pour chasser ou boire. Leurs reins ont évolué pour être incroyablement efficaces, leur permettant de survivre avec un apport hydrique minimal en extrayant un maximum d'humidité de leur proie. À l'aube, alors que notre renard nain se retire dans son sanctuaire souterrain, la lumière changeante révèle des traces dans le sable qui témoignent des activités de la nuit. Mais ces traces ne resteront pas longtemps, car l'équipe de nettoyage du désert est déjà à l'œuvre. Là-haut, chevauchant les courants thermiques qui deviendront bientôt des couloirs d'air brûlant, un maître de la surveillance aérienne commence sa journée. Alors que les premiers courants thermiques du matin s'élèvent du sol désertique qui se réchauffe, une magnifique silhouette se dessine sur le ciel qui s'éclaircit. L'urubu à tête rouge, avec ses ailes déployées de 2 mètres de large, vole sur ses invisibles ascenseurs d'air chaud avec la grâce d'un pilote expérimenté. Sa tête rouge et dépourvue de plumes tourne méthodiquement d'un côté à l'autre, scrutant le vaste paysage en contrebas avec des yeux capables de détecter les moindres signes d'opportunité. Cette sentinelle aérienne possède l'un des systèmes sensoriels les plus sophistiqués du règne animal. Alors que la plupart des oiseaux se fient principalement à la vue, l'urubu à tête rouge a développé un odorat extraordinaire qui lui permet de détecter les signatures chimiques de la décomposition à des kilomètres de distance. Des récepteurs spécialisés situés dans ses voies nasales peuvent identifier les composés spécifiques libérés par les tissus en décomposition, transformant l'oiseau en véritable détecteur chimique vivant. Observez-le ajuster son vol, suivant une trace invisible de molécules odorantes portées par le vent du désert. Son vol semble aisé, mais il représente un véritable exemple d'économie d'énergie. En exploitant les courants thermiques et ascendants, cet oiseau peut planer pendant des heures sans un seul battement d'aile, parcourant des centaines de kilomètres avec une dépense énergétique minimale. Le rôle de l'urubu à tête rouge dans l'écosystème de la vallée de la mort va bien au-delà de la simple charognarderie. Dans un paysage où l'eau est rare et où la décomposition se fait lentement dans l'air sec, ces oiseaux jouent un rôle de nettoyeur du désert, empêchant l'accumulation de bactéries pathogènes et restituant des nutriments au réseau trophique. Leur système digestif a évolué pour gérer des agents pathogènes qui tueraient la plupart des autres animaux. Leur acide gastrique, dont le pH est proche de celui de l'acide de batterie, leur permet de consommer des charognes contaminées par des bactéries, des virus et des toxines qui seraient fatales à d'autres charognards. Cette adaptation remarquable les rend pratiquement immunisés contre des maladies comme l'anthrax et le choléra. En plein milieu de journée, lorsque les températures à la surface deviennent insupportables, les urubus à tête rouge adoptent un comportement appelé urohydrose. Ils défèquent sur leurs propres pattes, utilisant l'évaporation des déchets liquides pour se rafraîchir. Bien que cela puisse paraître désagréable pour la sensibilité humaine, il s'agit d'une autre adaptation brillante à la chaleur extrême. Alors que notre vautour poursuit sa patrouille, profitant des courants thermiques qui s'intensifient pour s'élever dans le ciel sans nuages, un mouvement en contrebas attire son attention. Près d'une rare source désertique, un petit troupeau s'est rassemblé pour sa boisson matinale. Ces créatures ont parcouru un long chemin à travers l'obscurité pour atteindre cette oasis.
et leur présence attirera bientôt d'autres visiteurs vers cette source d'eau essentielle. Au bord d'une précieuse source, où l'eau suinte d'anciennes formations rocheuses pour créer un petit bassin de vie liquide, un magnifique bélier lève sa tête massive pour observer les environs. Le mouflon d'Amérique mesure près d'1,20 m au garrot, ses cornes recourbées ajoutant un autre centimètre à sa prestance. Ces cornes, qui poussent continuellement tout au long de sa vie, peuvent peser jusqu'à 15 kilos et servent à la fois d'armes et de symboles de domination au sein du troupeau. L'approche du mouton vers l'eau est prudente et méthodique. Chaque pas est calculé, ses sabots trouvant appui sur des surfaces rocheuses qui mettraient au défi les grimpeurs les plus expérimentés. Ces sabots spécialement adaptés sont dotés d'une coque extérieure dure et d'une partie centrale souple et caoutchouteuse qui assurent une adhérence sur les surfaces rocheuses les plus lisses. Leur conception en sabots fendus permet une précision incroyable sur les corniches étroites et les parois abruptes des canyons. Observez les yeux du bélier scruter constamment les falaises et les affleurements rocheux environnants. Ces yeux ambrés ont évolué pour détecter le moindre mouvement sur de grandes distances, une compétence essentielle lorsque des prédateurs peuvent observer de toutes parts. La vision périphérique du mouton s'étend sur près de 340 degrés, ne laissant quasiment aucun angle mort à exploiter par des menaces potentielles. La relation du mouflon du désert avec l'eau détermine une grande partie de son comportement. Contrairement à ses cousins des montagnes, ces mouflons ont appris à survivre avec une quantité d'eau étonnamment faible, passant parfois des jours sans boire en puisant l'humidité de la végétation désertique. Cependant, ils doivent néanmoins se rendre régulièrement au point d'eau, surtout pendant les mois les plus chauds, où la déshydratation peut survenir en quelques heures. Leurs déplacements suivent des itinéraires anciens, gravés dans la mémoire collective de l'espèce. Ces voies traditionnelles relient les sources d'eau, les zones d'alimentation et les zones de fuite sur des centaines de kilomètres carrés. La connaissance de ces itinéraires se transmet de génération en génération, créant une carte vivante de la survie, affinée au fil des millénaires. Le régime alimentaire des moutons se compose principalement d'arbustes, de cactus et d'herbes du désert, qui seraient immangeables, voire toxiques, pour la plupart des autres mammifères. Leur système digestif s'est adapté pour extraire un maximum de nutriments de ces ressources rares, et ils possèdent une capacité quasi surnaturelle à localiser les plantes les plus nutritives dans une zone donnée. Alors que le troupeau termine son abreuvement et s'éloigne de la source, son départ suit un protocole précis. Le bélier dominant se positionne pour surveiller le danger, tandis que les brebis et leurs petits se mettent en sécurité en premier. Cette retraite chorégraphiée reflète la dure réalité. Dans la vallée de la mort, même le simple fait de boire de l'eau exige une précision militaire. Mais les mouflons d'Amérique ne sont pas les seuls grands mammifères à avoir maîtrisé la survie dans cet environnement extrême. Tandis qu'ils disparaissent dans le labyrinthe rocheux des parois du canyon, un autre habitant du désert s'approche de la source. Ce nouveau venu se déplace avec une assurance particulière, la démarche aisée d'un prédateur qui n'a peur de rien dans son domaine. De l'ombre d'un rocher sculpté par le vent, une silhouette fauve émerge avec une grâce fluide. Le puma se déplace comme une fumée liquide à travers le paysage désertique, chaque pas effectué avec la précision d'un maître traqueur. Mesurant près de 2,50 m du museau à la queue et pesant jusqu'à 63 kg, ce prédateur au sommet de la chaîne représente l'expression ultime de l'efficacité de la chasse dans l'écosystème désertique. Le pelage pâle du félin lui offre un camouflage parfait contre les rochers blanchis par le soleil et les étendues sablonneuses de la vallée de la mort. Mais ce n'est pas seulement sa couleur qui rend ce prédateur quasi invisible. C'est sa façon de se déplacer, passant d'ombre en ombre tel un fantôme devenu manifeste. Chaque muscle travaille en harmonie pour éliminer les sons, les vibrations et les mouvements inutiles qui pourraient alerter une proie potentielle. Observez le puma
s'approcher de la source avec une patience calculée. Ses yeux dorés scrutent chaque cachette possible, chaque point d'embuscade potentiel où une proie pourrait se cacher. Ses yeux, adaptés à la lumière du jour comme à la pénombre crépusculaire, peuvent détecter le moindre mouvement à des centaines de mètres de distance. La stratégie de chasse du lion dans la vallée de la mort diffère sensiblement de son comportement dans des habitats plus traditionnels. Ici, les proies sont dispersées sur de vastes distances, obligeant le félin à parcourir d'immenses territoires à la recherche de nourriture. Le territoire d'un seul puma peut s'étendre sur plus de 760 km² de désert, une zone qui pourrait accueillir plusieurs lions dans des environnements plus riches en proies. Cette exigence territoriale considérable a entraîné des adaptations comportementales remarquables chez le puma du désert. Il a développé une capacité quasi surnaturelle à mémoriser l'emplacement des pistes de proie, des sources d'eau et des zones d'alimentation saisonnière sur son vaste territoire. Ses capacités de cartographie mentale lui permettent d'optimiser ses itinéraires de chasse et de minimiser sa dépense énergétique dans un environnement où chaque calorie compte. La puissante croupe du puma lui permet de bondir jusqu'à 80 mètres, une capacité cruciale pour se déplacer sur les falaises et les affleurements rocheux de la vallée de la mort. Ces mêmes muscles lui confèrent la puissance explosive nécessaire à sa technique de chasse emblématique, l'attaque dévastatrice en embuscade, capable de parcourir 12 mètres d'un seul bond. Contrairement à de nombreux prédateurs du désert qui dépendent de leur persévérance ou de la chasse en groupe, le puma est fait pour les rencontres brèves et intenses. Son style de chasse exige de s'approcher suffisamment près de sa proie pour garantir le succès d'une seule attaque, car dans la chaleur du désert, les poursuites prolongées sont des paris coûteux en énergie que peu de prédateurs peuvent se permettre. Alors que notre puma achève son approche prudente de l'eau, il démontre la prudence qui maintient en vie les prédateurs supérieurs dans des environnements hostiles. Même le plus grand prédateur du désert doit respecter les dangers qui rôdent dans ce paysage impitoyable. Mais toutes les menaces ne viennent pas d'autres grands prédateurs. Parfois, les plus grands dangers se cachent dans des créatures bien plus petites, dont les armes ne sont pas leurs griffes et leurs dents, mais leur chimie et leur furtivité. Tandis que le puma rôde sur les terrains rocailleux, le fond de la vallée abrite son propre chasseur redoutable. Le crotal à crotal se cache parfaitement sous un buisson de créosote, son corps formant la courbe en S caractéristique qui lui donne son nom. Ce serpent maîtrise peut-être la forme de locomotion la plus complexe jamais développée, se déplaçant latéralement sur le sable meuble avec une efficacité qui semble défier les lois de la physique. Le mouvement du serpent avant latéral est hypnotique. Il exécute une série de courbes latérales avec seulement 2 points de contact au sol à la fois. Cela crée les traces parallèles caractéristiques en forme de J qui marquent son passage sur le sable du désert. Ce mode de locomotion lui permet de se déplacer sur des surfaces qui enliseraient d'autres créatures, tout en maintenant la majeure partie de son corps surélevé au-dessus du sable brûlant. La régulation thermique du serpent avant latéral nécessite un ajustement comportemental constant. En été, lorsque les températures de surface peuvent dépasser 70 degrés Celsius, le serpent s'enfouit dans le sable ou cherche l'ombre sous les rochers. Ses écailles sont spécialisées pour réfléchir la chaleur, et sa couleur claire lui permet de se fondre dans le substrat désertique tout en minimisant l'absorption de chaleur. Plus remarquable encore, le serpent avant latéral peut temporairement interrompre ses fonctions biologiques non essentielles en cas de chaleur extrême, entrant dans un état de conscience réduite qui lui permet d'économiser énergie et eau. La stratégie de chasse du serpent à sang chaud est parfaitement adaptée aux conditions désertiques. Il se positionne le long des pistes de gibier ou près des points d'eau, privilégiant l'embuscade plutôt que la poursuite. Ces fosses thermosensibles peuvent détecter des différences de température aussi infimes que 0,003 degrés Celsius, ce qui lui permet de traquer ses proies à sang chaud, même dans l'obscurité la plus totale. Son venin est précisément calibré pour immobiliser rapidement la proie, l'empêchant ainsi de s'échapper, ce qui pourrait entraîner une poursuite prolongée dans des conditions épuisantes. Un éclair bleu attire notre attention lorsqu'un géaille des buissons se pose sur un arbre de Josué voisin.
Ce corvidé intelligent s'est adapté à la vie dans le désert avec une remarquable flexibilité comportementale, démontrant des capacités de résolution de problèmes rivalisant avec celles d'animaux beaucoup plus grands. Le succès du géaï des buissons dans la vallée de la mort ne tient pas à des adaptations physiques spécifiques, mais à une intelligence et une plasticité comportementale exceptionnelles. Ces géais sont des créatures sociales, vivant en groupes familiaux étendus pouvant compter plusieurs générations. Leur structure sociale complexe joue un rôle crucial dans la survie en milieu désertique. Les membres du groupe partagent des informations sur les sources de nourriture, les points d'eau et les dangers potentiels sur de vastes territoires. Lors de conditions climatiques extrêmes, les groupes familiaux peuvent se regrouper dans les microclimats les plus favorables, partageant ainsi ressources et protection. Le régime alimentaire du géaï des chênes est remarquablement diversifié. Insectes, petits reptiles, œufs, oisillons, graines et même charognes. Leur comportement de recherche de nourriture est légendaire chez les animaux du désert. Chaque géaï peut créer des milliers de caches de nourriture sur son territoire, mémorisant l'emplacement de chaque cache avec une précision remarquable. Ce comportement lui permet de survivre pendant les périodes de pénurie alimentaire, répartissant efficacement les risques dans le temps et l'espace. Observez le géaï explorer chaque fissure et chaque ombre, son intelligence se manifestant par son approche systématique de la recherche de nourriture. Cet oiseau est également un utilisateur d'outils, utilisant des brindilles et autres objets pour extraire les insectes des fissures. Ses capacités de résolution de problèmes s'étendent à des situations sociales complexes, avec des individus capables de tromperie, de coopération et d'une réflexion tactique qui serait impressionnante chez des animaux dotés d'un cerveau beaucoup plus grand. Le système de communication du géaï des chênes est particulièrement sophistiqué, avec des cris différents selon les prédateurs, les sources de nourriture et les situations sociales. Pendant la saison de reproduction, les couples se livrent à des parades nuptiales élaborées, incluant des échanges de cadeaux et des mouvements synchronisés. Leur nidification est soigneusement programmée pour coïncider avec le pic de disponibilité alimentaire, généralement après les pluies hivernales qui stimulent l'émergence des insectes et la croissance des plantes. La présence du géaï signale souvent le début d'une activité matinale accrue, car d'autres créatures du désert répondent à ces cris et à ces mouvements. Un bruissement dans la végétation avoisinante révèle notre prochain spécialiste du désert, une créature dont l'existence semble se moquer du concept même de survie dans le désert. Le géaï à queue annelée, parfois appelé chat de mineur bien qu'il ne soit ni un félin ni particulièrement associé à l'exploitation minière, émerge d'une crevasse rocheuse avec la grâce fluide d'une créature parfaitement adaptée à la navigation dans le paysage vertical du désert. La caractéristique la plus distinctive du harfang des neiges est sa magnifique queue, presque aussi longue que son corps et marquée de bandes noires et blanches alternantes. Outre sa beauté évidente, cette queue remplit de multiples fonctions. Elle lui sert de barre d'équilibre lors de ses remarquables exploits d'escalade, d'organe de stockage des graisses en période de disette et de moyen de communication lors des interactions sociales. Observez le harfang des neiges se déplacer avec une apparente aisance sur une paroi rocheuse presque verticale, ses griffes semi-rétractiles lui permettant d'agripper des surfaces qui feraient obstacle à une chèvre de montagne. Les adaptations sensorielles du harfang des neiges sont remarquables. Ses grands yeux sont dotés d'une couche réfléchissante qui améliore sa vision nocturne, lui permettant de chasser efficacement dans l'obscurité la plus totale. Son ouïe est si fine qu'il peut détecter les pas d'une souris sur le sable à plus de 15 mètres de distance. Ces dons sensoriels font du harfang des neiges l'un des prédateurs nocturnes les plus redoutables du désert. Malgré sa petite taille, dépassant rarement 1 kilo, le harfang des neiges est un redoutable chasseur. Son régime alimentaire comprend des insectes, des petits mammifères, mais toxiques.
Son système digestif comprend des bactéries spécialisées qui décomposent les composés défensifs de la plante, permettant ainsi à l'iguane d'exploiter une source de nourriture inaccessible à la plupart des autres animaux. Le comportement reproducteur de l'iguane est étroitement lié aux saisons du désert. L'accouplement a lieu au printemps, après les pluies hivernales qui stimulent la croissance des plantes et offrent des conditions optimales au développement des œufs. Les femelles creusent des nids élaborés dans des zones aux propriétés thermiques spécifiques, garantissant ainsi aux œufs en développement les fluctuations de température nécessaires à leur bon développement. Alors que l'iguane du désert s'installe dans sa routine matinale de lézardage, un mouvement rapide de la vision périphérique révèle un autre maître de la survie dans le désert. Le lézard à queue de zèbre fonce sur un terrain découvert en une série de sprints fulgurants, sa queue rayée noire et blanche caractéristique brandie haut comme un étendard. Ce lézard remarquable a développé l'un des comportements thermorégulateurs les plus inhabituels du règne animal. La technique de course du lézard à queue de zèbre est une merveille de biomécanique. Lorsque les températures de surface deviennent trop extrêmes pour une locomotion normale, ce lézard se dresse sur ses pattes arrière et court sur le sable, ressemblant étrangement à un minuscule dinosaure. Ce comportement, appelé danse thermique, lui permet de minimiser le contact avec le sable brûlant tout en conservant sa mobilité. La queue du lézard à queue zébrée remplit de multiples fonctions essentielles. Son motif strié caractéristique agit comme un mécanisme de confusion lorsque le lézard fuit ses prédateurs, créant des illusions d'optique qui empêchent ses poursuivants de suivre ses mouvements. La queue sert également d'organe de stockage des graisses et de dispositif d'équilibre lors des remarquables courses du lézard. Le comportement social des lézards à queue zébrée est plus complexe que celui de la plupart des reptiles du désert. Les mâles établissent des territoires et se livrent à des démonstrations de domination élaborées, comprenant des pompes, des hochements de tête et des séries. Les cailles ont besoin d'eau pendant les mois les plus chauds, ce qui les rend dépendantes des sources et autres sources d'eau fiables. La période de reproduction des cailles est étroitement liée aux conditions environnementales, notamment aux précipitations qui déterminent la disponibilité de la nourriture. Les années favorables, les couples peuvent élever plusieurs couvées, mais en période de sécheresse, la reproduction peut être retardée, voire totalement interrompue. Cette flexibilité reproductive permet aux populations de survivre aux cycles imprévisibles du désert. Alors que notre volée de cailles disparaît dans l'ombre matinale, le soleil qui monte progressivement nous fait prendre conscience que les températures agréables de la journée s'amenuisent rapidement. Le rythme diurne du désert s'oriente vers une chaleur extrême qui poussera bientôt la plupart des animaux à chercher refuge. Mais avant cette transition, nous rencontrons un dernier personnage dans le drame de ce matin. Une créature dont la présence ici semble remettre en question toutes les hypothèses sur les besoins en matière d'habitat. La paruline jaune, un petit oiseau chanteur plus communément associé aux forêts riveraines et aux zones humides, vole entre les branches d'un saule du désert poussant près d'un suintement saisonnier. Ce minuscule oiseau, pesant moins de 15 grammes, représente l'un des exemples les plus remarquables de flexibilité écologique du monde aviaire. Sa présence dans la vallée de la mort pendant les périodes de migration témoigne des liens inattendus entre le désert et des écosystèmes lointains. Le plumage éclatant de la paruline jaune contraste avec les tons neutres du paysage désertique. Les mâles sont d'un jaune éclatant, striés de rougeâtre distinct sur la poitrine, tandis que les femelles arborent une coloration jaune-vert plus discrète, mais tout aussi belle. Leur petite taille dissimule leur remarquable endurance, ces oiseaux étant capables de voler sans escale sur des centaines de kilomètres lors de leur migration. Le comportement alimentaire de la fauvette en milieu désertique nécessite une modification significative de son mode de vie forestier habituel. Au lieu de glaner des insectes sur les feuillus, les fauvettes du désert doivent s'adapter à la recherche de proies parmi les arbustes et les cactus du désert. Elles deviennent particulièrement habiles à capturer les insectes qui émergent lors des brèves périodes de forte activité à l'aube et au crépuscule. Les besoins en eau représentent un défi majeur pour les parulines jaunes du désert. Contrairement aux résidents permanents du désert, ces oiseaux n'ont pas développé les adaptations extrêmes à la conservation de l'eau nécessaires à leur survie à long terme. Ils dépendent entièrement de sources d'eau fiables, ce qui rend les sources et les suintements du désert absolument essentiels à leur survie lors des haltes migratoires. La présence de la paruline jaune dans la vallée de la mort est généralement brève mais d'une importance vitale.
Cet oiseau utilise la vallée comme halte lors de ses longues migrations entre ses aires de reproduction dans les forêts du Nord et ses zones d'hivernage en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Sa capacité à se déplacer vers des sources d'eau dispersées à travers le vaste paysage désertique témoigne d'une mémoire spatiale et de capacités d'orientation remarquables. Alors que l'obscurité tombe et que la température du désert entame sa baisse nocturne, un prédateur d'un genre bien différent émerge de son refuge diurne. Le scorpion poilu du désert, la plus grande espèce de scorpion d'Amérique du Nord, se déplace sur le sable frais avec une grâce surprenante pour une créature dont la lignée remonte à plus de 400 millions d'années. Mesurant près de 15 cm de long, ce redoutable arachnide représente l'une des conceptions les plus réussies de l'évolution. Le corps du scorpion semble blindé pour le combat, recouvert d'un exosquelette robuste qui le protège des prédateurs et des conditions extrêmes du désert. Mais observez de plus près ses appendices apparemment simples. Chaque patte est dotée de capteurs spécialisés capables de détecter les vibrations du sable à des distances considérables. Ces créatures entendent essentiellement par leurs pattes, captant les mouvements de leur proie sur le sol ferme. Regardez notre scorpion s'immobiliser, ses pinces prêtes et sa queue recourbée vers l'avant, dans la position classique de la frappe. Ses pédipalpes, ou griffes, sont bien plus que de simples outils de préhension. Ils contiennent des milliers de mécanorécepteurs capables de distinguer différents types de proies selon leur texture, leur taille et leur mouvement. Le scorpion peut littéralement sentir la différence entre un grillon en difficulté et une araignée menaçante. L'arme la plus redoutée du scorpion se courbe au-dessus de sa tête, telle une masse médiévale. Le dard contient un cocktail complexe de neurotoxines spécialement conçu pour immobiliser la proie tout en préservant la fraîcheur de la chair. Mais ce venin a une double fonction. Il agit également comme mécanisme de défense de dernier recours contre les prédateurs plus grands qui pourraient considérer le scorpion comme une proie. Les scorpions poilus du désert maîtrisent l'un des équilibres les plus complexes de la nature. Maintenir un équilibre hydrique optimal dans un environnement où l'humidité est quasi inexistante. Leur exosquelette est pratiquement imperméable, empêchant l'évaporation des précieux fluides corporels dans l'air sec. De plus, leurs reins peuvent concentrer les déchets à un tel point qu'ils ne perdent pratiquement pas d'eau par excrétion. Ces arachnides remarquables peuvent survivre jusqu'à 1 an sans nourriture, ralentissant leur métabolisme à des niveaux à peine détectables en période de disette. Lorsqu'une proie devient disponible, ils peuvent consommer jusqu'à 1/3 de leur poids corporel en un seul repas, stockant l'énergie sous forme de réserves de graisse qui leur permettent de traverser les périodes de disette. La stratégie de reproduction du scorpion reflète les dures réalités de la vie dans le désert. Les femelles portent leurs petits sur leur dos pendant plusieurs semaines après l'éclosion, leur assurant protection et transport. Jusqu'à ce qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à leur survie autonome. Ces soins parentaux prolongés sont inhabituels chez les arachnides, mais essentiels dans un environnement où l'inexpérience est synonyme de mort. Tandis que notre scorpion poursuit sa chasse nocturne, se déplaçant avec une détermination préhistorique à travers le paysage ancestral, il partage l'obscurité avec des créatures ayant adopté des stratégies de survie très différentes dans le désert. Si le scorpion s'appuie sur son armure et son venin, d'autres habitants du désert ont évolué vers la vitesse et l'évasion, devenant des incarnations vivantes du mouvement dans un paysage exigeant efficacité. Sous la lumière argentée de la lune qui baigne le sol du désert, une petite créature exécute une série de sauts défiant la gravité, à rendre jaloux un gymnaste olympique. Le rat kangourou, malgré son nom, n'est ni un kangourou ni un rat, mais un rongeur unique qui a réussi ce qui pourrait bien être l'adaptation la plus parfaite à la vie désertique de la planète. Pesant moins de 140 grammes, cette créature remarquable peut franchir des distances allant jusqu'à 2,7 mètres d'un seul bond. Les pattes arrière surdimensionnées du rat kangourou sont dotées de tendons à ressort qui emmagasinent et libèrent l'énergie avec une efficacité remarquable. Observez-le se déplacer sur le sol du désert sans jamais poser ses pattes avant, utilisant son énorme queue comme un balancier et un mécanisme de direction. Ses capacités acrobatiques ont une fonction cruciale au-delà de la simple locomotion.
Elles représentent un système de fuite hautement évolué conçu pour dérouter et échapper aux nombreux prédateurs qui chassent ces aliments nutritifs. Mais l'adaptation la plus remarquable du rat kangourou est peut-être invisible pour l'observateur non averti. Cet animal a accompli quelque chose qui frise le miracle. Il peut survivre toute sa vie sans jamais boire d'eau. Ses reins ont évolué pour devenir si efficaces qu'ils peuvent extraire la moindre goutte d'eau de leur nourriture tout en produisant une urine 5 fois plus concentrée que celle des humains. Les poches abajoues du rat lui servent de garde-manger mobile, lui permettant de récolter rapidement des graines dans des zones ouvertes et dangereuses avant de se réfugier dans son terrier pour les consommer. Ces poches peuvent s'agrandir et contenir des centaines de petites graines, et le sens du toucher du rat est si développé qu'il peut identifier différents types de graines au toucher. Sous terre, le système de terrier du rat kangourou représente une merveille d'ingénierie qui impressionnerait les architectes. Ces complexes à plusieurs chambres peuvent atteindre 2 mètres de profondeur et comprennent des pièces séparées pour dormir, stocker la nourriture et éliminer les déchets. Les chambres les plus profondes maintiennent des températures jusqu'à 20 degrés inférieures à celles de la surface, offrant un soulagement crucial face à la chaleur du désert. L'entrée de ces terriers est équipée d'un système sophistiqué de climatisation. Pendant la journée, le rat bouche l'entrée avec du sable, créant ainsi un environnement hermétique qui retient l'humidité de sa respiration et empêche l'air sec du désert de pénétrer. Ce simple comportement peut faire grimper l'humidité relative à l'intérieur du terrier à plus de 30%, une amélioration considérable par rapport aux 5% d'humidité typique du désert. Les rats kangourous possèdent une ouïe si fine qu'ils peuvent détecter les battements d'ailes des hiboux à une distance considérable. Leurs osselets auditifs élargis amplifient les moindres sons, constituant ainsi des systèmes d'alerte précoces qui font souvent la différence entre la vie et la mort. Lorsqu'un danger est détecté, ils peuvent changer de direction en plein saut, déroutant les prédateurs par leur trajectoire de vol imprévisible. Alors que notre rat kangourou disparaît dans son terrier, les abajoues gonflés par la récolte nocturne, l'aube qui approche annonce une relève dans l'écosystème complexe de la vallée de la mort. Tandis que des créatures comme le rat kangourou se réfugient sous terre pour attendre la fin de la chaleur accablante, d'autres commencent à peine à s'éveiller, se préparant à profiter de la brève fenêtre de température agréable qui suit le lever du soleil. Alors que les premiers rayons du soleil colorent d'or les sommets des montagnes lointaines, une voix audacieuse perce le silence du désert. Le troglodyte des cactus, oiseau emblématique de l'Arizona, annonce l'aube d'un cri rauque et bavard, trop puissant pour sa silhouette de 18 cm. Perché au sommet d'un imposant cactus saguaro, cet oiseau intrépide surveille son royaume épineux avec la confiance d'une créature qui a rendu l'impossible possible. Le troglodyte des cactus a réussi ce que peu d'oiseaux ont réussi: maîtriser parfaitement l'un des environnements les plus hostiles de la nature. Contrairement à la plupart des oiseaux du désert qui migrent vers des climats plus frais pendant les rudes mois d'été, le troglodyte des cactus reste sur place toute l'année, prospérant dans des conditions qui feraient fuir presque toutes les autres espèces d'oiseaux. Observez notre troglodyte entamer sa routine matinale, sautillant de branche en branche parmi les épines acérées de son cactus. Ces épines, mortelles pour la plupart des créatures, lui offrent la combinaison idéale de sites de nidification, de perchoirs de chasse et de protection contre les prédateurs. Ses pieds à semelles épaisses et ses écailles spécialement adaptées lui permettent de naviguer sans se blesser dans cette forteresse épineuse. La stratégie de chasse du troglodyte reflète celle d'un oiseau qui a appris à exploiter toutes les sources de nourriture possibles dans un environnement pauvre en ressources. Il fouille méthodiquement les articulations des cactus, sondant de son bec légèrement recourbé les insectes, les araignées et les larves qui s'abritent dans les anfractuosités de la plante. En période d'abondance, notamment après de rares pluies, le troglodyte consomme également des fruits et du nectar de cactus, adaptant son régime alimentaire aux disponibilités saisonnières. Le plus remarquable est peut-être que le troglodyte des cactus a développé des adaptations comportementales qui l'aident à faire face aux chaleurs extrêmes. Aux heures les plus chaudes de la journée, il se positionne pour créer de l'ombre sur ses œufs ou ses poussins, déployant ses ailes comme un parapluie vivant. Ce comportement, appelé battement d'ailes, implique une vibration rapide de la gorge et de la bouche pour augmenter la perte de chaleur par évaporation. La construction du nid d'oiseau représente l'une des solutions architecturales les plus ingénieuses de la nature.
construites parmi les épines protectrices des cactus, ces structures en forme de ballon de football comportent plusieurs chambres et sont orientées de manière à minimiser l'absorption de chaleur. Le tunnel d'entrée est orienté à l'abri des vents dominants et de la lumière directe du soleil, créant ainsi un environnement climatisé pour l'élevage des jeunes. Les troglodytes des cactus font partie des rares oiseaux du désert à maintenir leur territoire toute l'année, défendant leurs bosquets de cactus avec une agressivité surprenante. On les a observés attaquant des oiseaux beaucoup plus gros, notamment des faucons et des corbeaux, lorsque ces prédateurs s'aventurent trop près des nids actifs. Ce comportement territorial leur permet d'accéder aux meilleurs terrains de chasse et sites de nidification dans un environnement où les terrains de premier choix sont extrêmement limités. La structure sociale du troglodyte reflète également son adaptation aux conditions difficiles. Pour trouver leur chemin à travers ce vaste paysage. Alors que notre tortue s'installe à l'ombre pour attendre la fin de la chaleur matinale, un mouvement au loin signale l'approche d'un autre survivant du désert. Cette créature a choisi une autre voie de survie, qui ne repose pas sur une armure ou des refuges souterrains, mais sur la vitesse, la vigilance et une capacité quasi surnaturelle à détecter le danger, quelle que soit sa direction. À travers les vagues de chaleur chatoyantes qui dansent déjà au-dessus du sol du désert, une silhouette distinctive apparaît, se déplaçant d'une foulée rapide et rasante qui en a fait une légende du sud-ouest américain. Le géocoucou, malgré sa réputation de dessin animé, est en réalité l'un des prédateurs les plus redoutables du désert. Un missile à plumes capable d'atteindre une vitesse de 32 km/h tout en évoluant sur un terrain qui défierait un véhicule tout-terrain. Cet oiseau remarquable a délaissé le vol pour la maîtrise terrestre, devenant une véritable machine à courir. Observez-le s'arrêter pour observer le paysage, la tête haute et en mouvement constant, à l'affût du moindre signe de proie ou de prédateur. Son œil perçant peut détecter les mouvements à des distances considérables, et son ouïe est si fine qu'elle peut repérer les proies se déplaçant sous le sable ou dans la végétation. La technique de chasse du géocoucou allie furtivité, rapidité et une férocité surprenante. Il s'approche de ses proies potentielles avec la patience d'un chat à l'affût, puis passe à l'action avec des attaques fulgurantes. Son régime alimentaire comprend une grande variété d'animaux, des insectes et petits mammifères aux lézards, serpents et même d'autres oiseaux. Fait remarquable, le géocoucou fait partie des rares oiseaux capables de tuer et de manger des serpents venimeux, dont les crotales. Face à des proies dangereuses comme les serpents à sonnette, le géocoucou emploie des tactiques dignes d'un maître en arts martiaux. Il utilise ses ailes comme des boucliers, les déployant pour semer la confusion et dévier les attaques tout en se positionnant pour le coup fatal. Son bec puissant peut asséner une force dévastatrice avec une précision chirurgicale, ciblant généralement la tête ou le cou de sa proie. L'adaptation du géocoucou à la vie dans le désert va au-delà de ses prouesses de chasseur. Ses plumes offrent une isolation variable, lui permettant de réguler sa température corporelle avec une précision remarquable. Lors des matinées fraîches, il se positionne souvent dos au soleil, déployant des zones spécifiques de plumes sombres pour absorber le rayonnement solaire et se réchauffer rapidement. Comme de nombreuses créatures du désert, le géocoucou a développé des reins performants qui lui permettent de survivre avec un apport hydrique minimal. Il tire l'essentiel de son hydratation de ses proies et a développé la capacité d'excréter l'excès de sel grâce à des glandes spécialisées situées près de ses yeux. Cette adaptation lui permet de consommer des proies riches en sel sans se déshydrater. La stratégie de reproduction de cet oiseau reflète les défis de la vie dans le désert. Les couples de géocoucous travaillent ensemble pendant la saison de nidification, les mâles effectuant des parades nuptiales élaborées, incluant des cadeaux, généralement sous forme de proies. La femelle juge ses partenaires potentiels en partie sur leurs aptitudes à la chasse, s'assurant ainsi que seuls les plus aptes transmettent leurs gènes. Les nids des géocoucous sont soigneusement positionnés pour profiter du climat naturel. Construits dans des cactus ou des arbustes épineux, ces plateformes sont orientées de manière à minimiser l'exposition au soleil intense, tout en maximisant la protection contre les prédateurs. Les parents se relaient pour protéger les œufs et les poussins aux heures les plus chaudes de la journée, démontrant ainsi une coopération remarquable dans l'éducation des petits. Alors que notre géocoucou disparaît dans la chaleur chatoyante de midi, un autre mouvement attire l'attention près d'un affleurement rocheux. Cette créature se
Peu d'eux, mais investissent massivement dans chacun d'eux, les enterrant dans des sites soigneusement sélectionnés où les conditions de température et d'humidité optimisent le succès de l'éclosion. Les jeunes qui naissent sont des adultes miniatures, dotés des connaissances et des instincts nécessaires à la survie dans le désert. Alors que notre Chuckwalla s'enfonce plus profondément dans sa forteresse rocheuse pour attendre la fin de la chaleur de midi, le désert qui l'entoure semble scintiller et danser au gré des courants d'air ascendants. Ces courants thermiques deviendront bientôt des autoroutes pour un autre survivant du désert, celui qui a maîtrisé une approche très différente de la vie dans cet environnement extrême. Là où le Chuckwalla a choisi la voie de l'endurance patiente, cette dernière créature incarne le principe du timing opportuniste. Au-dessus de la fournaise de la vallée de la mort, là où l'air scintille sous une chaleur croissante et où le paysage se brouille en vagues de distorsion, une silhouette magnifique évolue avec une grâce naturelle. La buse à queue rousse, avec son envergure de plus d'1,20 m, maîtrise l'art du vol plané, utilisant la chaleur du désert comme un ascenseur pour atteindre des hauteurs où l'air reste frais et où la visibilité des proies s'étend à des kilomètres. Ce prédateur aérien au sommet de la pyramide représente le summum de l'efficacité en matière de chasse dans le désert, alliant une vue extraordinaire à des capacités de vol qui défieraient les avions modernes. Observez-le ajuster sa position par d'infimes variations d'angle d'aile et de configuration de l'empennage, lisant les courants invisibles d'air chaud tel un pilote chevronné naviguant sur des autoroutes tridimensionnelles dans le ciel. L'acuité visuelle du faucon est 8 fois supérieure à celle de l'homme, ce qui lui permet de détecter les mouvements de petites proies à plus de 900 mètres d'altitude. Ses yeux perçants distinguent des couleurs et des motifs invisibles à la plupart des autres animaux, détectant les mouvements subtils des rongeurs sur des fonds qui paraissent uniformément dénués de perception pour les sens inférieurs. De son poste d'observation élevé, la buse à queue rousse surveille un territoire de chasse pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Sa stratégie de chasse dans la vallée de la mort diffère sensiblement de son comportement dans des environnements plus cléments. Ici, les proies sont dispersées sur de vastes distances, ce qui exige une patience et une économie d'énergie qui frisent la méditation. Les serres du faucon, capables chacune d'exercer une pression supérieure à 90 kg par centimètre carré, sont des instruments de précision conçus pour une mise à mort instantanée. Au moment de l'attaque, le faucon replie ses ailes et plonge dans un piqué contrôlé, pouvant dépasser 160 km/h. L'impact de cet assaut aérien est dévastateur, empêchant la proie de s'échapper ou de souffrir durablement. Les buses à queue rousse du désert ont développé des adaptations remarquables à la chaleur extrême. Leur système respiratoire comprend des sacs aériens spécialisés qui les aident à refroidir leur corps pendant le vol, et elles peuvent réduire leur métabolisme aux heures les plus chaudes de la journée pour économiser de l'énergie et de l'eau. Elles recherchent souvent l'ombre aux heures de pointe, se positionnant de manière à profiter des courants thermiques tout en évitant le rayonnement solaire direct. La stratégie de nidification de l'épervier reflète les défis que représente l'élevage des jeunes dans un environnement aussi extrême. Les couples choisissent des sites de nidification sur des falaises ou dans de grands cactus, qui offrent une climatisation naturelle grâce à l'exposition au vent et une protection contre les prédateurs terrestres. La femelle couve les œufs aux heures les plus fraîches de la journée,
tandis que le mâle prend le relais lors des températures extrêmes. Leurs cris résonnent dans l'immensité du désert, servant d'annonce territoriale audible à des kilomètres. Ces vocalisations contribuent à maintenir l'espacement entre les couples rivaux et servent de moyen de communication entre les partenaires sur les immenses territoires nécessaires à la survie dans cet environnement pauvre en ressources. Les buses à queue rousse font preuve d'une remarquable fidélité à leur site de nidification, retournant souvent au même site année après année. Ce comportement leur permet d'acquérir une connaissance détaillée de leur territoire, de connaître les schémas saisonniers de déplacement des proies et de localiser les courants thermiques qui offrent les meilleures opportunités de chasse. Tandis que notre buse à queue rousse poursuit son interminable patrouille dans le ciel désertique, chevauchant les courants thermiques qui s'élèvent du paysage ensoleillé en contrebas, elle est le symbole vivant d'une adaptation triomphante. Du plus petit rat kangourou à ce maître du monde aérien, chaque créature que nous avons rencontrée représente une solution unique au défi apparemment impossible de prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Le soleil atteint son zénith et le désert entre dans sa... période quotidienne d'hostilité maximale. Les températures en surface atteignent des sommets mortels et la plupart des formes de vie se réfugient dans le moindre abri. Pourtant, même dans ces moments d'extrême adversité, le cycle de la survie se poursuit, comme il l'a fait pendant des milliers d'années, et comme il le fera pendant des milliers d'autres. Alors que notre voyage à travers le remarquable écosystème de la vallée de la mort touche à sa fin, nous devons affronter une réalité dérangeante concernant l'empreinte humaine dans ce paysage ancestral. Bien que le parc national de la vallée de la mort bénéficie d'une protection fédérale, les pressions de la civilisation moderne continuent de remettre en cause l'équilibre fragile qui a permis à ces créatures extraordinaires de prospérer pendant des millénaires. Le changement climatique représente peut-être la plus grande menace à long terme pour la faune de la vallée de la mort. La hausse des températures mondiales pousse cet environnement déjà extrême au-delà des limites que même les espèces les plus adaptées peuvent tolérer. Le mouflon d'Amérique, aux prises avec des ressources en eau de plus en plus rares, subit une pression démographique qui menace ses anciennes voies de migration. Des sources millénaires s'assèchent, forçant la faune à se réfugier dans des zones d'habitat de plus en plus restreintes. La pollution lumineuse des villes lointaines perturbe les habitudes de chasse nocturne d'animaux comme le renard nain et le scorpion poilu du désert, tandis que le bruit dû à l'augmentation du trafic aérien perturbe les stratégies de chasse acoustique dont dépendent de nombreuses espèces pour leur survie. L'introduction d'espèces végétales non indigènes modifie les relations au sein du réseau trophique qui ont évolué au cours des temps géologiques. Plus grave encore, les activités récréatives humaines, tout en procurant d'importants avantages économiques aux communautés environnantes, exercent une pression sur les populations d'animaux sauvages, déjà en situation précaire. L'utilisation de véhicules tout-terrain compacte les sols et détruit les fragiles croûtes cryptobiotiques qui stabilisent les écosystèmes désertiques, tandis que la fréquentation accrue entraîne des risques de perturbation des habitats et de harcèlement des animaux sauvages. Pourtant, l'espoir réside dans le dévouement des gestionnaires de parcs, des chercheurs et des défenseurs de l'environnement qui travaillent sans relâche pour protéger ces remarquables adaptations à la vie extrême. Les études en cours sur la faune du désert fournissent des informations cruciales sur la manière dont les espèces pourraient s'adapter aux conditions changeantes, tandis qu'une gestion rigoureuse de l'accès humain contribue à minimiser les perturbations des habitats essentiels. Selon vous, laquelle de ces créatures incroyables possède la meilleure stratégie de survie dans la vallée de la mort ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous
et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables du monde entier.